Bonjour à tous, donc Julien Belda, très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette manifestation Lumexport. Et l'objet de cette présentation sera de vous convaincre des bienfaits de l'immersion d'un navire dépollué pour en faire un récif artificiel, pour favoriser l'émergence de la vie marine, mais aussi le développement de l'activité économique. Donc, en ma qualité de juriste, j'ai traité de problèmes au niveau juridique. Donc, dans le cadre de Lumexport, on fait de l'exploration. Et ici, ce que je vous propose, c'est de faire une étude exploratoire juridique, en fait. Parce qu'il va falloir maîtriser quelques concepts. Donc voilà, encore une fois, le but, ce sera de favoriser la restauration écologique et l'activité économique. C'est une étude qui, à la base, avait été financée par l'Agence de l'eau et Écosolutions, que je remercie aussi à cette occasion. Alors, pourquoi immerger des navires ? Évidemment, ce n'est absolument pas pour s'en débarrasser, ça il faut qu'on soit bien clair, il n'y a aucun intérêt à faire ça, surtout pas écologique. Donc, on ne va pas risquer ni une pollution, ni d'aller en prison, parce qu'effectivement, immerger un navire sans autorisation, c'est interdit, c'est une infraction, c'est un délit. Mais on va mettre en valeur plutôt les 5 grands aspects positifs qu'il y aurait à immerger un navire. Il y a 2 aspects positifs qui sont de nature environnementale, parce qu'en immergeant un navire, vous allez faire finalement un abri à poissons, et vous allez permettre aux gorgones, aux petits poissons et aux plus gros poissons de venir trouver un abri. Mais il y a aussi un autre aspect qui est très intéressant, c'est qu'en immergeant un navire dépollué, vous allez soulager les espaces naturels de la visite des plongeurs. C'est-à-dire qu'à choisir entre la visite d'un espace naturel et une... Alors j'emploie difficilement le mot d'épave maritime, parce que dans mon esprit, une épave maritime, c'est une police, en fait. Pour un juriste, une épave maritime, c'est un problème à traiter. Alors qu'un navire récif, j'emploierais plus volontiers ce mot-là, c'est un navire dont l'immersion a été autorisée. Et ça fait toute la différence. Une épave maritime est illégale, un navire récif est légal. Ce sera ça l'objet de notre présentation. Donc, le fait de pouvoir soulager les espaces naturels et de détourner le flux des plongeurs de ces espaces naturels vers un navire dépollué peut être intéressant aussi en termes environnementaux. Évidemment, il y aura des enjeux économiques que nous allons aborder au fur et à mesure de la présentation. Et nous gardons aussi également en tête que selon le navire récif que vous allez dépolluer et immerger, ce navire peut avoir une histoire qui va participer au développement de la culture patrimoniale maritime, va favoriser la connaissance de la mer auprès des enfants. Si par exemple ça peut être un navire comme l'Abeille Flandre qui malheureusement a été détruit, l'Abeille Flandre a fait tout un tas d'actions héroïques qui auraient pu être mises en valeur dans le cadre d'une immersion. Certains navires militaires peuvent avoir une histoire très riche aussi et qui peuvent être une source d'enseignement pour les plus jeunes. Alors, évidemment, on garde en tête l'impact économique. Ici, je vais vous donner juste quelques chiffres. En Europe, la plongée, c'est à peu près 1,4 milliard d'euros. C'est une étude qui a été réalisée par la CCI du Var, donc la source est plutôt fiable. 200 emplois à l'année, 16 millions d'euros juste, des chiffres d'affaires juste pour le Var. Et pour avoir un aperçu, à Chypre, un seul navire immergé rapporte 25 millions d'euros par an de retombées économiques. Pour garder ça en mémoire, on y reviendra, c'est le coût du Clemenceau, si vous avez connu l'histoire. Donc le Clemenceau était un porte-avions militaire français qui a été expédié en Inde pour être détruit. L'expédition a été jugée illégale, le navire est revenu, etc., etc. Le coût de cette opération, qui a totalement raté, a été de 25 millions d'euros par an. Donc cette histoire-là, si on avait immergé par exemple le Clemenceau, au lieu de coûter à l'État français 25 millions d'euros par an, bien dépollué et bien positionné, il aurait pu rapporter plus de 25 millions d'euros par an. Ça permet de donner un ordre d'idée. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on n'immerge pas des navires en France alors que l'idée est a priori géniale? Alors là, on a raté le truc peut-être.
c'est ça. Voilà. Donc, pour la Convention de Barcelone, on y reviendra, c'est le cadenas qui nous empêche d'immerger les navires, mais j'ai l'impression que la slide a disparu. Donc, pour la Convention de Barcelone de 2002, l'immersion des navires est interdite. Donc, l'État français en tire les conclusions, il interdit l'immersion des navires. Parce qu'en France, la Constitution, l'article 55, indique que les traités internationaux, donc la Convention de Barcelone, est une norme hiérarchique supérieure à la loi. C'est-à-dire que quand l'État français passe une convention internationale, il doit l'appliquer, quitte des fois à ne pas appliquer la loi en fait. Donc la Convention de Barcelone nous interdirait, au conditionnel, puisqu'on verra que ce n'est pas vrai, l'immersion des navires. Mais elle est interdite dans un cadre précis, c'est en vue de s'en défaire et de le traiter comme un déchet. Et nous, l'objet de notre présentation, c'est de montrer que le navire récif, justement, n'est pas un déchet. Après la Convention de Barcelone, on a eu d'autres traités internationaux qui nous ont dit par contre, les structures qui se prêtent le mieux à la construction des récifs sont les navires, qu'il s'agisse d'épaves ou de navires que l'on a délibérément coulés à cet effet. Donc d'un côté, on a une Convention de Barcelone qui nous dit c'est interdit, et de l'autre côté, on a une autre convention qui nous dit mais attendez, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on doit appliquer dans ces cas-là? On applique d'abord la Convention de Barcelone, et c'est surtout l'application, c'est l'interprétation de l'État qui aujourd'hui va être prépondérante. Voilà. Et effectivement, immerger un navire, c'est fantastique. Alors ça, c'est des photos qui m'ont été données par le magazine Plongée, Nicolas Barraquet, avec son aimable autorisation. Ici, nous avons un navire qui s'appelle donc le Donator. Et là, on a 3 photos qui ont été prises à 3 époques différentes. Et c'est en fait exactement le même endroit. C'est-à-dire qu'en 2006, on commence à voir des gorgones. 2016, c'est foisonnant. Et en 2019, c'est luxuriant. Et c'est cet objectif-là qu'il va falloir atteindre. Et effectivement, moi-même, au départ, je n'étais pas spécialement favorable à l'immersion des navires. Et c'est ce genre de photos qui m'a convaincu, avec certaines personnes, qui m'ont convaincu de me pencher sur le sujet, parce que c'est ce résultat-là qu'il faut viser. Sachant par ailleurs qu'il y a un grand nombre d'épaves maritimes qui ont sombré pendant la Deuxième Guerre mondiale, et finalement les épaves maritimes elles-mêmes ont une durée de vie en quelque sorte, et que ces navires-là commencent à s'effondrer, à s'affaisser sur eux-mêmes, et du coup on perd des spots environnementaux en fait, qu'il serait finalement opportun de remplacer. Donc on sait que dans ces lieux-là, une immersion accidentelle, donc un fait de guerre quand même, a finalement été en mesure de créer de la vie. Si nous recréons un navire bien dépollué, qu'on le remet plus ou moins au même endroit, on peut espérer qu'on va obtenir le même résultat, en toute logique. Et en fait, ne pas restaurer les épaves, c'est perdre ce genre d'environnement. Ce qui est bien dommage. Donc, le point de blocage juridique, c'est la position de l'État français, le voilà. Et c'est une position officielle, donc je l'ai copié. Une photo de l'écran. Donc les épaves ne peuvent pas constituer une alternative pertinente au récif artificiel, malgré leur intérêt sur le plan biologique. Donc l'État a admis que ouais, c'est très intéressant, c'est magnifique, mais on ne va pas le faire. Puisque leur immersion n'est pas autorisée en Méditerranée. En effet, de nombreux articles de loi encadrent la procédure, notamment la Convention de Barcelone, qui spécifie que l'immersion de navires est interdite à partir de 31 décembre 2002. Voilà, depuis 2002, l'État s'est arc-bouté sur cette position et a refusé l'immersion de navires pour en faire des récifs artificiels. D'accord? Donc c'est un cadenas, ce qu'on appelle un verrou juridique. Et aujourd'hui, on va être tenté par des motifs argumentés, juridiques, rationnels. On va briser ces verrous pour, encore une fois, dans un objectif d'intérêt général, parvenir à obtenir le principe d'une immersion d'un navire récif. Donc, en fait, juridiquement, on va avoir 2 catégories de verrous juridiques. Un de droit international, qui est la Convention de Barcelone, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et un autre de droit national. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une Convention de Barcelone qui nous dise ben, finalement c'est autorisé, mais le droit national pourrait dire ce n'est pas autorisé. Et aujourd'hui, les deux sont plutôt bloquants. Donc la Convention de Barcelone, Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée,
Et le droit national, alors on ne va pas tout faire, c'est très complexe, mais on va surtout s'intéresser au statut juridique du navire, de l'immersion et du stationnement du navire récif au fond de la mer. Et donc ces deux cadenas, ces deux nœuds sont totalement entrelacés et il va falloir les dénouer pièce par pièce pour pouvoir avancer concrètement. Donc le verrou de droit international de la Convention de Barcelone, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, l'article 55 de la Constitution dispose qu'on applique d'abord les conventions internationales, puis ensuite la loi. Et cette convention nous dit toujours, le sabordage en mer de navires et aéronefs en Méditerranée est interdit. On a vu la position d'interprétation de l'État français, elle est carrée, c'est interdit. Mais en même temps, quand on commence à faire des recherches au niveau européen, on constate que d'autres pays signataires de cette même convention de Barcelone immergent des navires. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc les pays signataires, ce sont tous ces pays-là. Il y en a quand même quelques-uns. Et sur tous ces pays-là, on a pu découvrir que pour Chypre, voilà, c'est des navires qui ont été immergés pour en faire des récifs artificiels. Pour Malte, donc on sent que l'activité économique à Malte est très orientée vers la plongée. Bah, ils n'y vont pas de même ordre, hein. Il y en a, et c'est des navires, des ferries à passagers, des patrouilleurs, des remorqueurs, etc. La Croatie c'est très intéressant parce que c'est le navire de Tito qui a été immergé. Donc il y a vraiment un très fort, l'ancien président de la République de Yougoslavie, ils ont immergé le navire justement, on sent bien qu'il y a un intérêt patrimonial, en plus de l'intérêt environnemental. Donc là c'est l'opération de pétardage. L'Israël, non, c'était après. Oui, c'était après 2002. Très bonne question. L'Israël. Et alors il y a le Liban, qui alors lui, il va aussi complètement volontiers et va même encore plus loin, puisqu'ils peuvent immerger des chars d'assaut. Mais au Japon, des rames de métro, ça choque personne. Hein. Et aux États-Unis, des porte-avions, etc. Donc des rames de métro, des porte-avions, des chars d'assaut, des navires. Bon, le navire a tendance à avoir cette petite touche romantique que n'a pas forcément le char d'assaut. Donc l'astuce juridique. L'astuce juridique, mais en fait, comment ces pays ont-ils fait? Il y a toujours un droit, il y a souvent des astuces juridiques. Bon, pas toujours, mais parfois. Donc c'est de traiter ces immersions, ou ces navires, ces biens, enfin, non pas comme des navires ou des épaves, mais comme des récifs artificiels. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très intéressant à savoir, c'est qu'il n'y a absolument pas de définition juridique de ce qu'est un récif artificiel. Ça n'existe pas. Donc on dit, ben tiens, finalement, on pourrait considérer que le navire, une fois qu'il est beaucoup modifié, n'est plus un navire, et devient un récif artificiel. C'est entendable. Et donc, on a, en anglais, it was sunk in 2030 in order to create an artificial reef with the aim of encouraging the increase of marine life to the area. Donc ça veut dire, il a été coulé en 2013 dans l'objectif de créer un récif artificiel et dans le but d'encourager l'accroissement de la vie sous-marine dans sur le territoire. Et nous allons donc aussi le traduire. On commence à rentrer dans le droit français, même si c'est toujours de la Convention de Barcelone. Si l'immersion des navires, on l'a vu, des déchets ou autres, est interdite par la Convention de Barcelone, les plateformes ou autres ouvrages, là-dedans on peut mettre tout ce qu'on veut alors, sont des exceptions. Donc on peut immerger des ouvrages, mais on ne pourrait pas immerger des navires. On peut immerger des stations de métro, mais on peut pas immerger des navires. Même s'ils sont dépollués, et ça c'est un petit peu dommage. Ce sont des exceptions, oui, mais il y a une réserve, c'est-à-dire des conditions à respecter. Pardon. On va revenir tout de suite. Voilà. C'est que votre navire, au-delà du fait qu'il soit dépollué, il faut qu'il soit immergé à des fins, parce que ce terme-là, de aim en vert, je l'ai mis ici aussi en vert en français, c'est l'objectif de l'immersion, autre que leur simple élimination.
Le fait d'immerger un navire récif n'a absolument pas pour objectif d'éliminer le navire récif, il a pour objectif de créer de la vie marine. C'est pas du tout la même chose, hein, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de faire de la mer une poubelle, il s'agit de donner les conditions satisfaisantes de favoriser la vie marine sur le territoire. Et ça fait toute une différence. L'objectif, la démarche, n'est pas du tout la même. Dans un cas, c'est illégal, et dans l'autre cas, c'est potentiellement légal. Donc, de deux choses l'une par rapport à ces pays européens qui ont immergé des navires, ben, soit on considère que l'immersion des navires est interdite en toutes circonstances, quel que soit le statut, les matériaux, la dépollution, peu importe, bon, voilà, brutal, terre à terre. Et dans ce cas, eh ben, ça veut dire que les pays signataires, tout ce qu'on a vu, ces immersions devraient être illégales. Et en plus, c'est une concurrence déloyale par rapport à la France, une concurrence économique déloyale, puisqu'ils font une action illégale et arrivent à en retirer des bénéfices qui sont de capter toutes les plongées sur leur territoire. Donc, ces plongées-là auraient dû être condamnées par le comité de respect des obligations et en plus être dénoncées par l'État français, concurrence déloyale. Soit les immersions des navires des autres pays sont légales et compatibles avec la Convention de Barcelone. Et vous aurez compris que c'est ce point-là sur lequel nous allons, entre guillemets, plaider. Mais dans ce cas-là, les services de l'État français doivent considérer que l'État français n'a pas moins de droits que les autres pays. On est bien d'accord, c'est un principe d'égalité. C'est-à-dire que la Convention de Barcelone va s'appliquer exactement de la même manière, que ce soit en Israël, au Liban, à Chypre, à Malte, qu'en France. Donc ça veut dire que l'État français ne peut plus motiver sa décision de refuser l'immersion de navires récifs sur la base de la Convention de Barcelone. Ce n'est plus possible. Donc le verrou est cassé. Il y aura des questions enfin, on trouvera des questions en fin d'intervention. Bon, après ça peut être parfaitement légal dans le cadre de la Convention de Barcelone, et c'est ce que nous avons voulu démontrer dans cette première partie, mais ça pourrait être interdit légalement, juridiquement, dans le cadre du droit interne et du droit français. Alors, dans le droit français, aujourd'hui, l'interprétation de l'État, c'est de dire on interdit l'immersion des navires, quels qu'ils soient. Mais, comme on a commencé à l'évoquer, un navire immergé dans le but d'en faire un récif artificiel, est-ce que c'est toujours un navire? Ça fait une différence, que l'immersion des navires est interdite, mais un navire immergé dans l'objectif d'en faire un récif artificiel, est-ce que c'est toujours un navire? Donc on va s'intéresser ici au navire et à son statut juridique en droit français. On va s'intéresser au principe et à l'objectif de l'immersion, même si on l'a déjà largement abordé. Et on va s'intéresser aussi à l'autorisation de stationner au fond de la mer, parce que votre navire, du moment qu'il touche le sol, le fond de la mer, il est sur le domaine public maritime, naturel. Voilà. Et tout stationnement sur le domaine public maritime implique nécessairement, au préalable, une autorisation. Donc, le navire et son statut juridique. Le navire, en fait, c'est un bien meuble qui a les caractéristiques de l'immeuble. Alors, j'ai fait du droit maritime avec Aix-en-Provence, et souvent les gens disent « Oh, c'est un statut très compliqué, c'est un meuble, les caractéristiques de l'immeuble. » Bon, ok, mais c'est pas si compliqué, en fait. Juridiquement, c'est un meuble qui vaut beaucoup plus cher, qui fait beaucoup plus de choses, mais on est bien d'accord que ce n'est pas un immeuble. Voilà. Donc déjà, le but, ça va être un peu de désacraliser le statut juridique du navire, parce qu'on a beaucoup de juristes, voire des marins juristes, qui sont attachés, et quand je dis c'est vrai, hein, qui sont vraiment attachés au statut du navire. Pour eux, c'est leur outil de travail, pour eux, c'est leur manière de découvrir le monde. Moi qui ne suis pas marin, le navire, c'est un meuble. Voilà. Donc, le statut du navire, finalement, il est nullement immuable, et il n'est pas intangible, en fait. Bien au contraire, finalement, parmi tous les biens meubles, c'est peut-être lui qui connaît le plus de transition. Parce qu'à la base, un navire, ce n'est pas un navire, ce sont des matériaux qui vont être assemblés pour faire un navire. S'il subit un événement de mer, il va devenir une épave. Une épave maritime n'est pas un navire. C'est autre chose, c'est une épave maritime. C'est pas le même statut, c'est pas les mêmes règles, c'est pas le même droit, c'est pas les mêmes obligations. Donc là déjà, on a 1, 2, 3 statuts. Quand le navire part à la poubelle, je suis désolé, mais c'est un déchet. Et si le navire peut connaître toutes ces phases-là, toutes ces mutations et tous ces statuts différents, pourquoi il ne pourrait pas devenir un navire récif? Et donc un récif artificiel. Qu'est-ce qu'il interdit finalement?
Rien. Donc, il faut nécessairement désacraliser le navire, et des fois, les dossiers difficiles en droit, on ne les gagne pas toujours sur les détails, on les gagne aussi beaucoup plus facilement sur les grands principes, les principes généraux en fait, parce que les principes généraux vont balayer tout le reste. Et donc l'article du Code civil, le C131, nous dit bien que les bateaux, les bacs navires, etc. sont meubles. Après, ils peuvent être protégés de manière particulière sur des saisies, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une protection permanente non plus. Donc entre le grand bateau et le tabouret qu'il y a, finalement, on est toujours sur du meuble. Voilà. Ici, c'est un petit jeu. Sauriez-vous reconnaître le statut juridique de chacun de ces navires, objets de ces meubles? Donc ici, on est bien d'accord, il s'agit d'un navire. Il affronte les périls de la mer, il a réalisé des voyages. Très bien. Ici, vous reconnaissez peut-être, c'est le rond-point de Saint-Jean à La Ciotat. Hein. Donc, est-ce que c'est un navire, ça? Est-ce qu'il affronte les périls de la mer? Ça fait bien longtemps qu'il ne le fait plus. Ben non, en fait, c'est du mobilier urbain. C'est un navire qui a été transformé, il a changé de statut, ce n'est plus un navire, on est bien d'accord. S'il était dans un musée, ça aurait pu être une œuvre d'art. Et ce n'est plus un navire. On ne va pas cumuler en permanence ces statuts. Ici, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, on ne sait pas, hein. Il faut étudier la question. Ça peut être une épave maritime, ça peut être un déchet, ça peut être un navire récif. Voilà. Ça va dépendre de ce qui a été mis en place et ça va dépendre des conditions de son immersion et l'objectif qui a entouré son immersion. Ça va faire toute la différence. Et ici, alors l'épave maritime, les conditions du statut juridique de l'épave maritime, c'est que c'est en état de non-flottabilité. Ça veut dire que vous allez voir un navire complètement détruit, mais s'il flotte à peu près, c'est pas une épave maritime, ça c'est curieux. Donc il faut qu'il soit en état de non-flottabilité, en état d'abandon, et sans mesure de garde et de surveillance. Ça, c'est un point sur lequel on va revenir. Le navire, quand il est épave maritime ou quand il est sous l'eau, est toujours une propriété privée. Donc le Titanic, etc., sont toujours des propriétés privées. Et il faut faire toute une procédure pour finalement aboutir à une déchéance de propriété pour ensuite faire intervenir les moyens de destruction, etc. Donc c'est pour ça que j'évite de parler, on évite tous ici de parler d'épave maritime, comme le projet de La Ciotat d'immerger des navires. Parce qu'en fait, l'épave maritime implique des pouvoirs de police ou un stationnement illégal au fond de la mer. Parce qu'encore une fois, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, le fond de la mer étant du domaine public maritime naturel, il faut une autorisation pour stationner. Ce navire, je ne sais pas s'il a une autorisation de stationner. S'il en a une, il est légal. S'il n'en a pas, il est illégal. C'est aussi simple que ça. Et ce navire-là, vous le connaissez, vous le reconnaissez peut-être, ben c'est le fameux Clémenceau, qui là, à ce moment-là de son histoire, n'est pas un navire de guerre, n'est pas une épave. Qu'est-ce que c'est? Et ça fait toujours de la peine. Hein. C'est un déchet. Et c'est précisément pour cette raison-là que l'exportation vers l'Inde a été interdite, parce qu'il est exporté en tant que déchet, et que l'État français n'avait pas respecté la Convention de Bâle, qui autorisait l'exportation de ce genre de déchets. Mais c'est pas une épave maritime, il flotte. Oui. Donc on est encore sur un autre statut. Voilà. Donc ce que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure, le fond de la mer, c'est du domaine public maritime, et toute occupation de domaine public maritime implique nécessairement une autorisation. Cette autorisation, ça s'appelle une concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports. Donc c'est prévu dans le Code général de la propriété des personnes publiques. Ce titre-là, l'autorisation de stationner au fond de la mer, il n'est pas attribué de manière très simple. On est en France quand même. Donc vous allez avoir enquête publique, concertation, etc., redevance d'occupation potentiellement. Et pour motiver et pour justifier l'attribution d'un stationnement au fond de la mer, il faut que votre autorisation, elle ait une justification, une motivation, qui va être soit votre projet correspond à l'usage du public ou d'un service public, ou une opération d'intérêt général. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de qualifier cette notion d'intérêt général en disant, mais oui, regardez, évidemment qu'il y a un intérêt général à immerger un navire récif, puisque ça va permettre de favoriser la restauration écologique, ça va permettre de favoriser l'activité économique. Et ça, ce sont des motifs qui qualifient l'intérêt général. Donc, environnementalement, ça fait de la vie marine supplémentaire. Une étude
de l'université de Plymouth a découvert autour et dans les épaves maritimes, c'est une étude très sérieuse, hein, scientifique, universitaire, etc., nous obtenons jusqu'à 240 à 340% de vie supplémentaire sur les bateaux. Sur les bateaux en fer. C'est important parce que la distinction est assez importante parce qu'en fait, l'hypothèse serait de dire que les navires en fer, en se dégradant, donc perdent du fer, ce qui attire le plancton, qui attire lui-même les poissons. Donc il n'y a pas d'intérêt pas beaucoup d'intérêt à émerger un navire en composite. Il faut vraiment se focaliser sur les navires en fer. Les navires en fer, c'est souvent des marines, des remorqueurs, de la marine nationale, etc. En moyenne, déconstruire un navire de la marine nationale, ça veut dire le faire transiter jusqu'au centre de déconstruction, etc. Ça peut coûter entre 5 et 10 millions d'euros. Cet argent-là, si on le met pour la dépollution parfaite du navire, ça deviendra un investissement plutôt que de devenir une perte sèche. Donc ça va soulager aussi, comme nous l'avons dit au début, les sites naturels. Économiquement, c'est des millions d'euros de retombées économiques. Comme on l'a vu tout à l'heure, le Zenobia, donc à Chypre, c'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Mais on a aussi le porte-avions Oriskany aux États-Unis qui rapporte jusqu'à 90 millions de dollars à l'année en retombées économiques. Et voilà, on a toujours un aspect culturel, patrimonial et pédagogique. Le navire va avoir une histoire et toute la vie marine qui va entourer ce navire va pouvoir être communiquée auprès des plongeurs, des enfants, etc. qui vont avoir l'occasion de plonger sur ce navire-là. L'immersion de ce navire, nous avons discuté avec des plongeurs, l'idéal, ce sera une trentaine de mètres, puisque la lumière continue de passer, et bien sûr, absolument pas sur les Posidonies, mais à la nuit, en bordure de Posidonie, bordure extérieure, pour permettre de garder une sorte de couloir vert et permettre des échanges entre les deux zones. Donc, en conclusion, l'immersion d'un navire récif dépollué n'est pas incompatible avec la Convention de Barcelone, puisque d'autres pays le font, n'ont jamais été condamnés et s'en portent tout à fait bien. Nous avons vu qu'il était tout à fait compatible avec le droit français et les outils juridiques existants. Bien sûr, et il faut bien le noter, ce n'est pas un droit. On ne va pas dire à l'État, on veut, on doit immerger un navire. Il y a une décision d'opportunité. C'est-à-dire l'État va dire, ici, éventuellement, oui, on n'en est pas encore là, ici, plutôt non. Mais évidemment, ce n'est pas un droit, ce sera une procédure qui sera très lourde. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre en place une politique, une stratégie officielle d'immersion. Et encore une fois, c'est dans un objectif d'intérêt général. Donc en conclusion, il n'est pas question de se débarrasser ou de faire des économies en immergeant un ou des navires. Les objectifs, ce n'est pas l'élimination, c'est IG, c'est l'intérêt général. Le navire récif n'est pas un déchet, pas d'élimination ni d'abandon. Il y aura, parce que sur le déchet, vous avez une notion d'abandon et d'élimination. C'est-à-dire que voilà, la poubelle, on la jette. Quel que soit le prix. Vous pouvez très bien avoir une voiture ou un porte-avions comme déchet. On l'a vu ça aussi. Ce qui va caractériser le déchet, c'est qu'il n'y a plus de propriétaire ou le propriétaire est obligé de s'en dessaisir, obligé de le détruire. Mais sur notre navire récif, ce qui va faire toute la différence, c'est qu'on a un propriétaire, on a un gestionnaire, on a un gardien du navire récif. Donc on ne peut pas dire que le navire récif est abandonné, il est en cours d'exploitation en fait. Et il est autorisé à stationner au fond de la mer. Donc ça change tout. Donc ce propriétaire, gardien, gestionnaire, bien sûr, il y aura des droits, il y aura des obligations, la dépollution avant l'immersion, les mesures de suivi scientifique, pourquoi pas, il pourrait être soumis à des sanctions s'il ne respecte pas, ça c'est un contrat qu'on va avoir avec l'État par exemple. Et il y aura aussi une obligation de retrait ou de remise en état si le projet n'est pas concluant. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de se dessaisir du bateau et de le laisser au fond de la mer et de ne plus s'en occuper ou de laisser faire les plongeurs n'importe quoi. Voilà, les grandes différences à retenir, on revient sur la photo que nous avons vue tout à l'heure, le navire épave et le navire récif. Mais ici, nous avons soit un événement de mer, donc il a pris une tempête, ou un événement frauduleux qui a abouti à l'immersion du navire. Il a créé une pollution, puisqu'il n'a pas été dépollué. Il est abandonné par le propriétaire, mais le stationnement est illégal au fond de la mer, donc potentiellement, c'est quelqu'un qui est verbalisable, qui pourra être poursuivi et avoir des sanctions. Alors que notre navire récif, il est préparé et dépollué, il aura tous les petites étoiles. Il y a un propriétaire, un gestionnaire, un gardien.
L'immersion et le stationnement est autorisé par un titre d'occupation délivré par l'État qui est le gestionnaire de la public maritime naturelle. L'immersion et le stationnement donc, arrivent au terme d'une étude d'impact, d'une enquête publique, d'une concertation qui est assez redoutable, hein, qui est assez longue, mais sur lequel tout le monde sera d'accord sur le fait qu'il y a véritablement un objectif d'intérêt général à immerger le navire à tel endroit. Et donc, là encore, la grosse différence, c'est qu'il y aura en permanence des mesures de suivi et de contrôle. Et encore une fois, une obligation de remise en état si le projet n'est pas concluant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On peut prendre un petit moment pour répondre à vos questions, pour que vous puissiez faire part de vos remarques. Une remarque, on parlait du porte-avions Clémenceau. Le porte-avions Clémenceau, est-ce qu'il ne pouvait pas rentrer dans un cas d'exonération de la Convention de Barcelone, puisque apparemment les cas d'exonération, c'est soit un ouvrage, soit une plateforme. Et c'est vrai qu'un navire porte-avions, ce n'est rien d'autre qu'une plateforme. Non, en fait, peu importe le statut qu'il a pu avoir par le passé, c'est l'objectif de l'immersion qui va être déterminante. Finalement, que ce soit un porte-avions, un bateau, une trame de métro, ce qui compte, c'est finalement quel est l'objectif. Si l'objectif c'est de le dépolluer, de l'immerger et d'en faire un récif artificiel, c'est un récif artificiel. S'il est autorisé, si tout est bien fait. Si l'objectif c'est de dire bon ben finalement on ne va pas l'envoyer en Inde, on le jette dans un coin et puis on n'en s'en occupe plus, c'est un déchet. Et là c'est plus autorisé. Mais on voit bien que ce soit le Clémenceau, peu importe le navire ou la chose, c'est la volonté de celui qui va immerger qui va être prépondérante, et puis après le respect des procédures de droit interne, évidemment. Donc un porte-avions devient un récif artificiel, c'est pas un problème. Il y a un élément que tu n'as pas évoqué, c'est le fait qu'il y a une jurisprudence qui a été créée il y a 2 ans à Agde, où pour la première fois l'État a autorisé en fait l'immersion d'un objet, enfin d'un meuble, là, à des fins de support de l'activité économique plongée, qui était jusqu'à présent, entre guillemets, quelque chose qui n'était pas autorisé par l'État. Et du coup, si on fait le parallèle par rapport à ce dossier-là, on peut se dire finalement, ce que l'État a autorisé à Agde avec une finalité économie, écologie, voilà, quelles seraient les raisons de le refuser à Ceuta ou ailleurs, de finalité écologique et économique. Et la seule différence, c'est que à Agde, ils ont construit un récif en béton, avec tout un tas de qualités que tu pourrais rappeler, quoi. Et à Ceuta, le projet est plutôt de valoriser, de garder un caractère historique et culturel là-dedans, quoi. Et du coup, je pense que c'est important en fait de souligner aussi que ce verrou-là est tombé, quoi. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, on en revient au verrou, le verrou juridique. C'est de faire passer le navire, de désacraliser le navire et de le faire passer de navire à récif artificiel. Ce pas-là, il n'a pas encore été franchi. Oui, la question rejoint effectivement, est-ce qu'il y a eu un cas de jurisprudence sur un navire qui aurait été... Alors, des jurisprudences européennes, nous en avons, puisqu'on a vu tout un tas de pays qui ont immergé des navires sans être inquiétés, le monde du monde par... Ils ont même touché des subventions par l'Europe. Donc on est un peu les premiers de la classe, mais c'est pas forcément bien. Donc il y a d'autres pays européens qui l'ont fait. Par contre, en France, aujourd'hui, du moment qu'un navire est immergé, il est considéré comme une épave. Parce que la procédure de navire récif n'a pas été mise en œuvre. Donc si vous voulez, il n'y a pas de précédent aujourd'hui, mais c'est pour ça que la question ne l'est pas posée. Nous espérons créer ce précédent à la Ciotat, puisque voilà. Donc il y a M. Jean-Marc Martinez, donc, qui est représentant de la mairie de la Ciotat, qui a écrit un courrier au ministère, au secrétaire général de la mer, pour tenter de les convaincre avec cette argumentation de l'opportunité d'immerger un navire à la Ciotat. C'est pour ça que le titre était un bateau pour la Ciotat. Mais c'est un navire récif en fait. Bonjour. Bonjour. Ma question est la suivante. Qui va financer toute l'opération? Et au final, qui sera le propriétaire du récif si l'opération est à son terme? D'accord. Alors, il peut y avoir une multitude de scénarios différents, en fait. On peut, juridiquement, envisager plein de choses. Politiquement, ou en matière d'opportunité, ça va être autre chose. Juridiquement, ça pourrait être une initiative privée,
C'est-à-dire qu'imaginons que j'ai envie d'investir dans ce filon-là, que j'arrive à convaincre l'État, ce sera mon navire récif et je vais le faire moi-même parce que je suis convaincu et que j'ai les moyens. Ça peut être une ville, c'est-à-dire ben moi, dans notre politique de restauration du milieu marin, dans notre politique touristique, on engage une telle opération, on pourrait imaginer que ce soit une association de plongée qui dit ben voilà, on va créer un spot supplémentaire qui soit plus proche du club, ça va éviter de faire des longs allers-retours dans les sites naturels et de mettre de garer des navires dans des endroits où finalement ils ne sont pas spécialement les bienvenus et de se mettre, voilà, encore une fois, à une trentaine de mètres pour que le navire ici soit accessible, que la lumière pénètre, que les poissons arrivent et que c'est vrai qu'immerger un navire là où il n'y a pas de lumière, personne n'y va, c'est moyennement intéressant. En tout cas, pour en revenir à votre question, j'allais en dire, n'importe qui peut être potentiellement propriétaire, gestionnaire ou gardien ou exploitant d'un navire. C'est du contrat en fait, il faut se mettre d'accord. Ici, ça pourrait être par exemple, la ville de La Ciotat monte le projet, mais les visites sont organisées par les clubs de plongée locaux, dont le GPS qui est ici et qui nous soutient dans la démarche. Plus de clubs de plongée du monde, hein, c'est pas rien, dans la plus vieille salle de cinéma du monde. Donc, on a beaucoup de choses à La Ciotat. Et on aura le premier navire récif de France. Voilà. En tout cas, il y a plein de schémas qui sont envisageables. Il faut voir en fonction des circonstances locales celle qui est la plus adaptée. Oui. Bonjour. Bonjour. La question est un peu le corollaire de celle-ci, elle se base sur le plan économique. Ingénieurs et biologistes marins savent concevoir d'excellents récifs artificiels aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée, étudier financièrement l'un versus l'autre, bateau immergé versus récif artificiel totalement, on va dire, dédié, quoi? Non, c'est vrai que, alors moi je suis juriste, donc j'aurais beaucoup plus de lacunes, mais évidemment je me suis intéressé à la question. D'abord, si on est un peu mesquin, mais dans le bon sens du terme, la loi nous oblige à recycler ce qui est potentiellement recyclable. Donc le navire existe déjà. Si j'ai la possibilité de le recycler, je dois privilégier le recyclage. Si je dois le détruire, évidemment, je dois le détruire. Ça, c'est une première chose. J'ai tendance à penser, mais après, j'ai peut-être tort, que le bilan carbone d'un navire à nettoyer sera plus favorable que celui d'un navire récif à créer à partir de zéro. Voilà. Parce que le navire, il est déjà créé, tout est là, donc il faut le nettoyer. Ok, mais tant qu'à faire, de toute façon, il fallait le nettoyer quand même avant de le déconstruire. Voilà. Donc autant saisir cette opportunité pour en faire un navire récif que de partir. Alors après, comment comparer? C'est-à-dire, si votre futur récif artificiel, c'est une boîte qui fait 1 mètre sur 1 mètre, oui, effectivement, certainement que le bilan carbone n'est pas grand-chose, mais l'impact non plus. Si maintenant vous voulez faire un équivalent de prendre un navire militaire qui fait 50 mètres et de construire un récif à partir de rien qui fasse 50 mètres de long, je pense que le bilan carbone aura tendance à pencher vers le navire militaire. Et quel est l'intérêt? Vous préférez aller voir un cube sous l'eau ou un navire avec une histoire aussi? Et là, la réponse me paraît assez évidente. Jeune homme? Ah, comme tu sais, papa est juriste. Et je t'avais demandé de ne pas poser cette question. Non, alors, comme je me dis, je vois des fois des photos de Pluton, de Saturne, des satellites qui prennent en photo les mers de Pluton, je me dis qu'on doit être capable en France de dépolluer un navire. Ça doit être possible. C'est du métal, surtout les navires en métal, c'est-à-dire que il faut faire du navire quelque chose qui soit quasiment à l'équivalent du fer-blanc, comme votre couteau, quoi. C'est-à-dire que vous immergez, il n'y aura plus aucun impact, si ce n'est le fer qui se dissout, mais comme on l'a vu, le fer qui se dissout favorise la multiplication du plancton et donc l'arrivée de la vie marine. Mais évidemment, il y a des câbles à retirer, il y a l'huile, il y a l'essence, il y a tous les plastiques, mais je crois qu'on sait faire ça quand même en France. Hein? L'amiante. L'amiante, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est une des raisons qui a motivé la non-immersion, une des raisons, hein, il y en avait plein, du Clémenceau, c'est qu'il y avait de l'amiante à l'intérieur. Mais j'ai fait quelques recherches dessus, là aussi, plus juridique que scientifique. C'est que l'amiante, en fait, au fond c'est une roche, hein, donc au fond de la mer, elle est complètement inerte. Et toujours en cherchant, j'ai trouvé un rapport de l'Agence régionale de la santé
qui a fait une enquête sur les mines d'amiante en Corse, parce qu'en Corse, vous avez des mines d'amiante qui sont carrément à proximité immédiate de la plage. Hein. Des mines, pas petits rochers, hein, des mines entières d'amiante. Et l'Agence régionale de la santé a démontré qu'il y avait moins d'amiante sur la plage de Corse que dans l'air à Paris. Voilà, donc il y a plus d'amiante dans l'air, dans la rue, à Paris, qu'à proximité des mines d'amiante qui sont immergées. Donc a priori, l'amiante sous l'eau, c'est absolument inerte, c'est de la roche et ça ne bouge pas. En fait, il faut être très vigilant plutôt sur les PCB. Si le navire était à propulsion nucléaire, je pense que ça doit être une autre paire de manches. Mais on doit pouvoir trouver des navires de 40-50 mètres qui soient en fer et qu'il faut blanchir et totalement nettoyer. Après, on a des moyens de mesurer le taux de pollution, de plomb, de tout ce que vous voulez, et de dire, ben voilà, là, le taux est satisfaisant, il est bas, et on peut y aller. Est-ce que tu as une idée de la temporalité de ce projet? Alors, aujourd'hui, à quel stade en sommes-nous? Aujourd'hui, M. Martinez a saisi le secrétariat général d'un courrier tout à fait officiel. Nous avons joint en pièce annexe à l'étude juridique. Et c'était vers le mois de juin, c'est ça? Il nous a été répondu que c'était très intéressant et qu'il fallait expertiser l'étude juridique. Il ne vous a pas échappé qu'entre juin, juillet, août, au-delà de la période estivale, le gouvernement était en phase de reconstitution. Aujourd'hui, nous avons un nouveau ministre de la mer, M. Loer, vers lequel nous allons nous retourner. Là, puisqu'il vient tout juste d'être nommé, donc nous allons le ressolliciter, parce qu'ils nous ont répondu, hein, mais ils nous ont répondu qu'ils étudiaient. Maintenant, on va savoir où ils en sont, à quel stade de l'étude ils en sont. On est toujours à leur disposition pour si besoin, pour discuter des moyens juridiques, économiques, scientifiques, etc. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le prisme, ce qui est le mien, c'est le juridique. Tant que le verrou juridique n'aura pas sauté, on sera dans ce qui serait bien de faire, mais on n'est pas encore dans la réalisation. Et ce verrou juridique, finalement, je ne sais pas quel stade ils en sont de l'expertise, mais autant ils arrivent au terme de l'expertise, ils disent, ok, oui, effectivement, c'est possible. Et tous les outils juridiques français existent. Il suffit de les adapter à la situation du navire récif. Mais ils existent. Donc la temporalité, elle est aujourd'hui dans les mains du juriste du secrétariat général de la mer. Mais nous allons le contacter. L'État a autorisé dans ses départements d'outre-mer l'immersion de navires récifs. Je pense notamment il y a au moins trois navires en Guadeloupe et un en Martinique. Donc ces immersions n'ont pas pu se faire à l'encontre du droit national. Donc je ne vois pas comment l'État pourrait s'opposer, en tout cas en évoquant le droit national, à l'immersion de navires récifs en Méditerranée. Oui, tout à fait. Mais là, la petite distinction qu'on va avoir, c'est que la Convention de Barcelone, elle s'applique qu'en Méditerranée, donc pas dans les dom-toms. Mais là où je te rejoins tout à fait, c'est que déjà le déclic de l'État a été de dire, ma foi, c'est opportun. C'est opportun en Guadeloupe, en Martinique, etc. Et il nous dit, oui, c'est très joli en Méditerranée, mais c'est interdit par la Convention de Barcelone, c'est le passage que vous avez mis souligné. Donc, la Convention de Barcelone, elle est complètement adaptable, on l'a vu, d'autres pays l'adaptent, nous pouvons l'adapter au même titre que les autres pays, et ce qui est de l'opportunité, puisque maintenant, au-delà du juridique, il y a une question d'opportunité ou de politique nationale, mais l'État dit, ah oui, en Martinique, c'est tout à fait opportun. Pourquoi il ne dirait pas, effectivement, c'est aussi opportun à la Ciotat, j'allais dire en Méditerranée. Est-ce qu'on a un nom de bateau envisagé à la Ciotat? Pas vraiment, non, pas pour l'instant. On a des petits contacts tout à fait secrets, mais les bateaux, on a une légère préférence, si possible, mais il ne faut pas le dire, hein, pour les navires militaires, parce qu'ils sont en fer, qu'ils ont une histoire, ils ont beaucoup de choses à raconter. Mais non, on n'a pas de nom et chaque chose en son temps. D'abord, le verrou juridique doit sauter et nous espérons qu'il est en bonne voie, parce que là, j'ai plaidé pour un point de vue, mais j'ai vraiment essayé d'avoir une approche la plus objective possible, hein, même si je crois vraiment en ce genre de projet. C'est des arguments que j'ai voulu rationnels, objectifs, construits. Donc j'espère vraiment que le verrou juridique saute. Maintenant, sur le navire même, c'est une fois que le navire aura sauté qu'on pourra vraiment prendre de vrais contacts pour choisir qui sera l'heureux élu.
Moi j'ai une question. On voit fleurir à droite à gauche des musées subaquatiques. Oui. En termes juridiques, c'est beaucoup moins complexe à monter par rapport. Surtout si ce n'est pas des navires. C'est étonnant, rien encore à ce point-là. Parce que le stationnement au fond de la mer est tout à fait autorisable et autorisé des récifs artificiels, comme vous l'avez dit, des attractions sous-marines. Certains mettent des statues. On a vu pas mal de statues qui émergent. Et finalement, oui, pourquoi pas un navire? On en est là. Sauf que je reste convaincu qu'un navire, par sa structure, va correspondre un petit peu au logement social pour les poissons. Donc ils vont venir, ils vont plus se retrouver et se multiplier dans ce genre de conditions que sur une barre de fer où la vie ne va pas forcément s'accrocher ou sur une statue. Comment garantir que la mer ne devient pas encore une poubelle? Parce que là, les exemples des autres pays que vous avez montrés, est-ce que vous êtes certain que ce sont vraiment des récifs ou est-ce que ce sont simplement des objets qui ont été mis à l'eau sans être dépollués? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est comment s'assurer que finalement, ça ne va pas être le tout venant. Premier point, on a quand même cette convention de Barcelone qui vous interdit d'immerger si vous n'avez pas un objectif précis. Donc, j'ignore ce qu'on fait, comment motiver les objectifs des autres pays, mais s'ils l'ont fait, allez, on va présumer qu'ils l'ont fait pour une bonne raison. Vu les profondeurs, on voit toujours la lumière, ils n'ont pas fait ça pour le cacher, au contraire, hein. Ils font de la publicité pour faire venir des plongeurs. Donc il n'y a rien qui a été caché et ils ont parfois eu des subventions par l'Europe. Voilà, des navires, surtout quand il y a des navires de pêche qui doivent être retirés, donc ça permet d'obtenir des subventions. Mais on a quand même un garde-fou qui est assez important, mais qui est majeur, c'est l'État. Puisque c'est l'État qui, en opportunité, va dire oui, non, 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 oui. Voilà. Donc c'est pas moi, la mairie, peu importe, de dire bah tiens, on va immerger un navire. En immergeant un navire sur le domaine public maritime de l'État, on dépose quelque chose chez quelqu'un en fait. Donc ce quelqu'un, il faut qu'il soit absolument d'accord sur chaque point. Donc, et l'État n'est pas le dernier, au contraire, hein, à contrôler tout ce qui va arriver sur le domaine public maritime naturel. Donc il est inimaginable que une mairie dise moi je m'en fous, j'immerge quand même. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'immerger tous les bateaux qui arrivent en fin de vie, il s'agit d'immerger de manière rationnelle, intelligente, de temps en temps, à des points clés, certains navires en fer. Donc ça peut être sur des endroits où il y a déjà eu des épaves maritimes de la Deuxième Guerre mondiale qui arrivent elles-mêmes en fin de vie et on sait que ça a fonctionné. Et c'est dommage que ces épaves soient détruites, parce que c'est le temps qui les détruit. Donc on va peut-être immerger au même endroit ou juste à côté. On peut imaginer d'immerger entre deux bancs de Posidonie pour faire le lien là où elle a été détruite. Si jamais, je ne sais pas, je ne suis pas expert, hein. Ça je demanderai peut-être à Pierre ce qu'il en pense. Je me suis peut-être un peu avancé. Mais en tout cas, l'immersion, et puis quand on voit la procédure qu'il faut se coltiner, je peux vous garantir qu'on y réfléchit à deux fois, hein, de s'engager, parce que c'est des coûts, hein, études d'impact, enquête publique, etc., ou enquête environnementale même. C'est des procédures qui sont extrêmement lourdes, donc qui ne sont pas à la portée de tout le monde. En fait, oui, quand on le fait de façon légale. Oui. Mais je me demande, voilà, si l'État commence à autoriser ça, est-ce qu'il n'y aurait pas des armateurs qui après en profitent pour larguer des navires en mer? Parce que vous dites que c'est surveillé, mais en même temps on a des aires marines protégées qui ne sont pas surveillées, qui sont bafouées au quotidien. Oui, mais alors à ce moment-là, le fait d'avoir immergé un récif artificiel, peu importe, ça n'a jamais ni encouragé, ni empêché quelqu'un de ne pas respecter la loi. Je veux dire, vous avez un armateur peu scrupuleux, peut-être que hier soir il y en a un qui l'a fait, hein, qui a un navire récif ou pas, qui est une action qui est engagée par la SOTA, on ne le sait pas. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que s'il se fait attraper, il va avoir de gros problèmes. Parce que non seulement c'est interdit d'immerger, il y a vraiment des sanctions qui sont assez lourdes, il y a aussi ce qu'on appelle une obligation de remise en état, c'est-à-dire qu'avec ses propres moyens, il doit aller normalement repêcher son navire. Et là, on est dans la police des épaves, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la police des épaves maritimes. Plus doublé par une occupation illégale du domaine public maritime naturel. Je pense que la question peut-être de madame, c'était aussi peut-être est-ce que toutes les collectivités vont pas vouloir leur petite attraction dans leur oui, c'est une bonne question et
Oui, c'est possible, encore qu'il faut qu'il y ait du travail de fond qui soit engagé en amont, et il faut que de toute manière, elle passe par les fourches codines de l'État, et ce sera à l'État de dire peut-être là oui, et là non. Là, c'est pas opportun, parce qu'on a déjà 3 à côté, c'est pour ça que c'est important d'être les premiers aussi. Il y en a déjà, il y en a trop, il y en a suffisamment. Ça, la question, comme dit, d'opportunité, elle est très différente de la question du droit. Voilà. Non, puis, de toute façon, déjà, c'est déjà le cas aujourd'hui. Toutes les collectivités vont avoir le musée sur l'eau, par exemple. Et souvent, en fait, ces musées sont justifiés à des fins environnementales, alors que c'est quasiment nul en matière d'intérêt écologique. Donc, ça veut dire que de toute façon, la situation d'aujourd'hui, elle est escalée, quoi. Là, ce qui est intéressant, enfin, en tout cas, c'est pour ça qu'on y travaille tous derrière, c'est de dire finalement, tous les pays qui mettent en place ce type d'outils, ils se sont posés avant nous toutes les questions qu'on peut se poser. Hein. Et le vrai juge de paix, en fait, vous savez, c'est les plongeurs. Malte, qui est un pays qui a beaucoup son activité touristique sur la question d'immersion de navires, ben, je peux vous dire que ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire que si effectivement le navire était pollué, sans intérêt écologique, tout cassé, etc., il n'y aurait pas de plongeurs qui iraient à Malte. Et à Malte, ça a des plongées tout le temps. Aux États-Unis, par exemple, alors c'est un cas extrême, le porte-avions c'est un gros porte-avions, mais l'Oriskany, qui est un porte-avions qui a été émergé, hein, il permet de protéger une barrière de corail qui était en train de se casser la gueule à cause des courants, machin, etc. Et si vous voulez plonger sur ce porte-avions-là, 2 ans et demi d'attente. On peut estimer que les gens qui achètent un billet 2 ans à l'avance, en fait, ça présente quand même un intérêt particulier, quoi. Alors ce qui est intéressant, ce qu'on trouve intéressant, c'est 2 choses. C'est d'abord, l'argument qui était plutôt une position de posture, et une traduction juridique, en fait, qui jusqu'à présent a bridé toute initiative, elle est levée parce qu'effectivement le travail juridique a été fait. Mais ça veut dire que pour autant l'État va être d'accord avec le fait d'encourager les collectivités, d'immerger, machin, etc. Et c'est tout l'intérêt de la discussion qui est ouverte aujourd'hui, c'est de dire, ok, jusqu'à présent on avait un argument juridique, on voit bien qu'on s'est tous penchés, et même vous l'État, vous reconnaissez, parce que vous reconnaître qu'effectivement c'est pas un argument contraignant. C'est pas pour autant que l'État va autoriser de le faire, quoi. Et c'est là qu'arrive le deuxième run, et ce que dit Julien, c'est qu'on prend étape par étape, quoi. Et imaginons que demain l'État dise OK. Après, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on immerge? Qui paye? Qu'est-ce que ça coûte? Est-ce qu'il y a une réalité économique, par exemple dans le cadre de la Ciotat, par rapport à un sujet comme ça? Et c'est là qu'en fait, on va rentrer un peu plus dans un travail un peu plus fin en termes d'analyse. Et c'est au bout de cette analyse-là qu'on verra effectivement si, en gros, le bilan du positif et négatif est favorable sur le côté positif. Mais par contre, on regarde une situation qui est bloquée depuis plus de 40 ans, on se dit, non, finalement, si on reprend l'exemple de Chypre, hein, le Zélobia, je ne sais pas si tu en as parlé, là, donc c'est plusieurs dizaines de millions d'euros d'économie. Aujourd'hui... 25 millions d'euros par an. Voilà, aujourd'hui, sur nos littoraux, en Méditerranée, quel est le projet économique qui permet de gérer une activité de ce niveau-là? Alors on nous parle d'économie bleue, on nous parle de développer l'économie, on nous parle de protéger la planète, d'organiser les usages, de réglementer les trucs. De restaurer. Ouais, là il y a un outil potentiel. Étudions-le, quoi. Et si effectivement c'est positif, pourquoi s'en priver? Et puis si c'est négatif, je pense que tous ceux qui travaillent sur ce sujet-là, ils seront les premiers à dire non, laissez tomber, c'est négatif, quoi. Mais ne nous bridons pas en fait sur la possibilité d'avoir un élément de plus pour développer notre économie du littoral ou pour soutenir en fait notre écologie, quoi. Oui, moi je voulais aussi ajouter un petit mot. Donc là, je parle au nom de la ville de La Ciotat. Il paraissait évident pour la ville de La Ciotat qu'il y a une histoire privilégiée avec les bateaux, hein, donc depuis quand même maintenant plusieurs dizaines d'années. Et donc, il était pour la ville de La Ciotat évident d'amener un projet comme celui-là dans notre baie. Donc peut-être que c'est ces petites choses-là qui vont faire la différence pour l'État par rapport à une autre ville qui sera potentiellement intéressée seulement pour un aspect économique, alors que nous, donc dans notre baie de La Ciotat, il y a un aspect évidemment environnemental puisque on peut le placer en dehors de notre herbier de Posidonie. On est accompagné par la prédomie des pêcheurs, par Gérard Caradano, qui nous a confié les études justement sur ces récifs et cette augmentation très importante, je crois, de l'ordre de 240 à 340%, de biodiversité autour de ces bateaux. Et on a aussi le côté patrimonial. On a aussi cette histoire de La Ciotat avec les bateaux qui fait qu'en fait, ce projet prend tout son sens et donc peut devenir un intérêt général pour la ville. Tout à fait.
C'est vrai qu'on a eu la chance, quand nous avons écrit au ministère, au secrétariat général de la mer, d'avoir une démarche qui soit collective, c'est-à-dire que, on ne va pas se leurrer, un juriste tout seul ne fera jamais rien. Il faut pour ça que sa position elle soit reprise au compte d'un élu, ce qui est le cas en l'espèce. Un élu et un juriste, ça ne va pas suffire non plus. Il faut aussi des plongeurs, donc le GPS a soutenu le projet, la Fédération française de plongée a soutenu le projet, et on a aussi le soutien des pêcheurs. Les pêcheurs, je peux vous garantir qu'ils ont leur mot à dire dans la baie, et de manière générale sur les zones de pêche. Les pêcheurs ont dit, mais bien sûr, c'est évident. Et ils ont dit même, il ne faut pas immerger un navire, il faut en immerger plusieurs. Je pense qu'on peut s'appuyer sur leur expérience et sur leur bonne volonté de multiplier les ressources, puisqu'ils en sont directement les bénéficiaires aussi, et que leur soutien est tout à fait capital en fait, dans ce genre de projet. Donc on a une belle équipe, si je peux dire ça comme ça, et on continue de monter, de relancer, et on a bon espoir que ça aboutisse. On a encore le temps pour une ou deux questions. Bravo.